Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. En Bretagne, la colère ne faiblit pas. Portique, écotaxe pris pour cible. Opération escargot et coup de force des salariés du volailler Tilly-Sapco à la sous-préfecture de Morlaix. Face au mécontentement breton, le gouvernement appelle à la discussion et au calme avec une hantise: la propagation de la fronde à d'autres régions. On en parle ce soir avec l'éditorialiste François Dorcival et Dominique Régnier, directeur de la Fondation pour l'innovation politique. La France fera tout pour retrouver les assassins des journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon, affirme l'exécutif. Les forces françaises multiplient les opérations sur place pour remonter la trace de ceux qui ont froidement abattu nos deux confrères près de Kidal. Un hommage leur a été rendu en début de soirée à l'aéroport de Bamako en présence du président malien et de nombreux responsables de RFI avant le rapatriement des corps. Enfin, la délibération fut très serrée et au final, Pierre Lemaitre a remporté le prestigieux prix Goncourt pour un roman déjà best-seller, Au revoir là-haut, chez Albin Michel, sur la génération perdue des démobilisés de la Grande Guerre. Autre événement littéraire, et c'est le jury du prix Renaudot qui a plébiscité Yann Moix pour Naissance chez Grasset, 1148 pages pour un autoportrait décapant. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Un hommage a été rendu à Ghislaine Dupont et Claude Verlon tout à l'heure à l'aéroport de Bamako. Très vive émotion et douleur intense lors de cette cérémonie en présence du président malien et de nombreux responsables de la rédaction de nos deux confrères. Les corps vont être rapatriés cette nuit et sont attendus à 6h demain matin. Sur place, les opérations se multiplient pour retrouver les assassins. Des suspects auraient été arrêtés. On voit tout cela avec Maxime Tuillier. Atmosphère solennelle hier soir à Bamako. Ils sont venus nombreux assister au retour des corps des deux reporters français. Officiels, journalistes et militaires rendent hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés samedi près de Kidal dans le nord du pays. Ce mardi, tôt dans la matinée, leurs dépouilles seront rapatriées vers la France. Et sur place, les policiers français collaborent avec les autorités maliennes. L'objectif, identifier rapidement les responsables du double assassinat. Les instructions ont été données par le président de la République, ici cela très précisément, pour que, premièrement, on remonte la piste, et deuxièmement, que les personnes soient punies et châtiées. Dans le nord du Mali, les recherches avancent. Des suspects auraient été arrêtés selon la gendarmerie de Gao. Information cependant démentie par le ministère de la Défense. À moins d'un mois des élections législatives, la situation malienne inquiète à l'Elysée. C'était l'objet de la discussion entre François Hollande et le président Keïta. Renforcer sans doute les forces françaises, étant entendu que c'est aujourd'hui aux forces de l'ONU et aux forces maliennes de prendre le relais. Initialement, des 3000 hommes présents aujourd'hui sur le terrain, seuls 1000 devaient rester après janvier. Mais ces assassinats pourraient modifier la stratégie française au Mali. Voilà, et on apprend à l'instant que le président Hollande sera donc demain matin à Roissy à l'arrivée des corps de nos deux confrères journalistes de RFI. Information à l'instant. Cela fait moins d'une semaine que les ex-otages d'Arlit au Niger sont de retour sur le sol français et de retour dans leurs familles respectives après 3 années de captivité. C'est le cas de Daniel Laribe qui a retrouvé son épouse Françoise, elle-même détenue un temps par le même groupe terroriste. Depuis son arrivée en France mardi dernier, Daniel Laribe, tout comme ses 3 compagnons de captivité, n'a pas souhaité s'exprimer publiquement. Ce soir, il est sorti du silence. Il assure n'avoir aucune séquelle et précise que la joie de sa libération a été fortement et rapidement affectée par l'assassinat des journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon. On l'écoute, c'était aux 20h de France 2 ce soir. On n'est pas préparé, on n'est pas... On a toutes les questions de protocole qu'on a dû subir. Hein. Puis on arrive, on descend d'un avion et puis poum, il y a la famille qui va, il y a tellement de joie. Ça passe avant. Oui, ça passe avant. Et puis après, je dis, puis de toute façon, réagir à chaud comme ça, je pense que c'est pas très bon. On peut se considérer comme des miraculés.
Et là, nous ne pouvons que nous féliciter de l'efficacité de toutes les équipes de négociation, enfin de tous les acteurs qui ont participé à notre libération. Et enfin, dernier point, je dirais que nous serons vraiment heureux quand les 3 collègues, les 3 autres otages du Mali seront enfin libérés. Je pense aussi aux otages de la Syrie. Voilà, et dans l'actualité politique à présent, on connaît la date et l'heure de l'officialisation du rapprochement entre le MoDem et l'UDI. Les 2 formations politiques du centre se diront oui demain à partir de 17h15. Vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur les chaînes parlementaires les discours de François Bayrou et de Jean-Louis Borloo. Les 2 hommes ont tweeté hier la confirmation de leur alliance après plus de 11 années de séparation. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. L'histoire de Jean-Louis Borloo et de François Bayrou, c'est « Je t'aime moi non plus ». 11 ans de séparation entre les 2 hommes et pourtant des appels du pied, il y en a eu. Mais François Bayrou a longtemps joué le jeu de l'homme solitaire. L'idée du panier de crabes dans lequel vont s'ébattre ceux qui voudraient prendre le contrôle de ceux qu'ils ont refusé toute leur vie. C'est une idée qui n'est pas la mienne. Vous ne faites pas partie de ces crabes-là. Je ne fais pas partie, je ne plonge pas dans les paniers de crabes. Mais de ne pas rejoindre le panier de crabes va coûter cher à Bayrou. 3e homme de la présidentielle 2007, il va progressivement s'isoler. Son cap ni droite ni gauche ne fonctionne pas. Il perd peu à peu ses soutiens et ne pèse pas sur les élections suivantes. Pendant ce temps, Jean-Louis Borloo réunit, fédère et fait son chemin en nouveau patron du centre. À travers la fondation de l'UDI, l'époque Bayrou a vécu. François Bayrou a suivi une stratégie qui était Nini, en fait. En réalité, traditionnellement, le centre, ce sont les modérés qui pèsent sur la droite. C'est ça la réalité. Beaucoup de gens s'y retrouvent, mais ont besoin de savoir dans quel type d'alliance. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, je reprends ce flambeau. Reprendre le flambeau, incarner la famille centriste. Face à ce revirement, difficile pour François Bayrou d'exister, les oppositions sont fortes. En 2012, Jean-Louis Borloo vote Nicolas Sarkozy et François Bayrou, François Hollande. Un choix critiqué qu'il finira par renier. Nos amis du MoDem sont passés, semble-t-il, massivement dans l'opposition constructive, dans l'opposition radicale. Après les ruptures, les scissions entre Borloo et Bayrou, demain sera le jour de leur retrouvaille. Plutôt qu'un mariage d'amour, on appellera cela peut-être des noces de raison. Le montant moyen d'un achat immobilier s'établit désormais à plus de 220 000 €. Les acquéreurs, de plus en plus âgés, affichent des revenus aux alentours de 4 500 € mensuels par foyer. Ce sont les grandes tendances et le profil des acheteurs désormais sur le marché immobilier en France, avec une constante, même s'il est de plus en plus difficile d'acheter pour certains ménages, eh bien l'intérêt pour la pierre reste très important. C'est une valeur refuge pour une très large majorité de Français. Les détails avec Julien Cholin. L'accès à la propriété reste aujourd'hui hors de portée du plus grand nombre. C'est le constat que dresse le Parisien aujourd'hui en France. D'abord, le prix d'achat moyen serait en hausse. Il atteindrait cette année 220 387 €, soit 10 000 € de plus en un an. Le journal tire également la sonnette d'alarme quant aux disparités territoriales. 220 000 € permettraient l'achat de 84 mètres carrés à Marseille, 68 à Lyon et seulement 26 mètres carrés à Paris. Des moyennes qui se basent sur les achats réalisés, car en réalité, le prix du mètre carré disponible serait plutôt à la baisse depuis 4 ans. Les classes moyennes, en revanche, se feraient plutôt rares parmi les acheteurs. En clair, seuls les ménages aisés continueraient d'acheter. Une réalité bien loin de la France de propriétaires à laquelle aspirait Nicolas Sarkozy en 2007. Problème, les avantages fiscaux à destination des acquéreurs mis en place sous son quinquennat n'auraient pas eu l'effet escompté. Si vous donnez un avantage fiscal sans créer d'appartements supplémentaires, vous allez juste surenchérir le prix des logements existants. Selon lui, le marché immobilier aurait surtout besoin de nouveaux logements, là où la demande est la plus forte. Créer sa maison, acheter son appartement, investir sur les 15 ou 20 ans ou 25 ans qui viennent, sont des actes forts, des actes de confiance forts. Et aujourd'hui, le climat est plutôt anxiogène. Reste donc à redonner confiance aux investisseurs et aux ménages.
La suite du 22h, et je vous le disais dans les titres, en Bretagne, la colère ne faiblit pas. Portique, écotaxe pris pour cible, opération escargot et coup de force tout à l'heure. Des salariés du volailler Tilly Sapco qui ont forcé l'entrée et défoncé le portail de la sous-préfecture de Morlaix. Finalement, ils ont quitté ce soir, il y a quelques instants, les lieux après un contact positif avec le gouvernement. Mais la vigilance reste de mise et d'actualité. On écoute le PDG du volailler qui s'est joint à ses salariés. C'est Monsieur Le Foll qui porte la responsabilité. Quand il ose dire qu'il n'a pas d'informations depuis février, j'ai écrit des rapports et des rapports. J'ai vu des milliers de gens dans tous ces ministères. Donc aujourd'hui, ça suffit. On passe aux actes. Point à la ligne. Voilà, et le PDG qui a indiqué depuis avoir demandé à ses salariés, je cite, de lever le camp. On en parle avec nos invités ce soir. François Dorcival, bonsoir. Bonsoir, Sabine. Et bienvenue, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Avec nous également Dominique Régnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique et auteur de l'essai Les nouveaux populisme, on va en parler en détail. Avec nous également notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Seigneur. François Dorcival, le mécontentement en Bretagne, je l'ai dit, ne faiblit pas contre l'écotaxe et contre les menaces qui pèsent sur l'emploi. Le gouvernement pourtant tend la main pour le dialogue, mais la situation reste très tendue. Est-ce que c'est inflammable ? Voilà la vraie question, c'est est-ce que ce qui se passe en Bretagne peut donner lieu à contagion ? Ce qui se passe en Bretagne, il est vrai que c'est propre d'une certaine façon aux Bretons parce que la filière agroalimentaire est particulièrement attaquée par la concurrence étrangère, mais aussi européenne, qu'elle respecte ou non les règles européennes en question. Il n'empêche que le fond de tout cela a éclaté avec l'écotaxe, qui a été l'impôt de trop, qui s'ajoute à un ras-le-bol qui a été parfaitement défini par le ministre des Finances lui-même et que François Hollande, le 15 septembre, avait lui-même également repris. Donc il n'y a pas de surprise. Mais ce qui se passe, c'est en effet que l'on ait atteint et dépassé la limite du supportable. Et donc, en effet, on peut se poser la question de savoir si les événements qui se produisent sous le bonnet rouge en Bretagne ne vont pas donner lieu à contagion ailleurs. On voit en tout cas que le gouvernement en est extrêmement préoccupé. Il l'était des défilés de samedi à Quimper, comme il l'était naturellement cet après-midi à Morlaix, et il fera tout pour l'éviter. Va-t-il y parvenir ? Oui, vous dites gouvernement vigilant, parce que Dominique Régnier, il y a eu quand même des gestes d'apaisement du gouvernement. Suspension de l'écotaxe, ouverture d'un dialogue, mise en place d'un pacte d'avenir pour la Bretagne, et même ce soir, à l'instant, pour les salariés qui ont investi la sous-préfecture de Morlaix. Donc ils ont eu le contact avec Stéphane Le Foll et une demande de rendez-vous avec le commissaire, je vous lis la dépêche qui arrive à l'instant, avec le commissaire européen pour défendre les restitutions européennes. Donc contact positif et pourtant ça reste tendu. Oui, là, je ne sais pas, il y a des aspects très techniques qui m'échappent assurément. Est-ce que ça pourrait déborder le territoire breton ? Bah, écoutez, la Bretagne, c'est une région qui est riche, c'est une région qui est à gauche, c'est une région qui aujourd'hui ressemble à une portion insurgée de la France. Indiscutablement, il se passe quelque chose qui doit nous faire réfléchir à ce qui se passe de manière peut-être plus sourde, mais dans tout le territoire. C'est un peu, si vous voulez, il n'y a pas de... C'est malheureux de le dire, mais par rapport à des analyses qu'on peut faire depuis quelques années, il n'y a pas de surprise sur la maturation d'un processus de dégradation, de délitement. Et là, aujourd'hui, nous avons des images, la Bretagne, Morlaix ce soir, vous les montriez, quand même cette image du bulldozer qui défonce un portail de sous-préfecture, c'est pas la première fois, mais enfin, il y a ces images de foule. Bon. On est quand même maintenant dans une espèce d'étape autre qui fait penser à la violence physique. Qui est celle que l'on redoute, parce qu'on a le sentiment depuis des mois que nous sommes au bord, et que là, on est en train d'y passer un peu comme si nous étions engagés sur le toboggan. Alors, violence, en tous les cas, fédération des mécontentements. Jean-Louis Gombaud, tous deviennent quelque part des bonnets rouges, hein, ceux qui luttent contre l'écotaxe. Il y a ceux qui luttent pour le maintien de leur emploi. Si on fait l'autopsie de ce mouvement, de cette vague, de cette déferlante, qu'est-ce qu'on trouve? Un cocktail, au fond, de souffrance d'abord, de désespérance? Un cocktail explosif, parce qu'en fin de compte, c'est la première fois que j'entends un patron d'entreprise
venir, alors que les gens sont en train quand même de défoncer la porte de la préfecture, et qui soutient, et qu'après vous avez dit qu'il a demandé de lever le pied, mais enfin il était là et il criait vis-à-vis du gouvernement. Vissé sur la tête. Voilà, donc là c'est quand même quelque chose d'assez surprenant que je crois depuis longtemps on ne l'a pas rencontré. Mais je vais souligner la difficulté politique de cette affaire, parce que l'écotaxe c'est 100 millions d'euros pour la Bretagne. La production agroalimentaire bretonne, c'est 9 milliards. Tout à l'heure, François parlait de la goutte d'eau qui fait déborder le... Effectivement, c'est une goutte d'eau. D'autres départements, d'autres régions sont aussi enclavées que la Bretagne, et je pense au Limousin, par exemple, et on ne voit pas... Ça part comme une flamme, sans qu'il y ait un mouvement de préparation. Par ailleurs, la Bretagne souffre incontestablement, mais moins que les autres. C'est-à-dire, le taux de chômage en Bretagne est inférieur à la moyenne nationale. La vitalité des entreprises est supérieure à la moyenne nationale. Donc, on a une région qui souffre, mais toutes les régions françaises souffrent. Et là, brusquement, ça explose, sans crier gare, quoiqu'on savait que cette écotaxe était très impopulaire, mais enfin... Personne ne pouvait imaginer que ça prenne une telle dimension. Juste un mot sur l'écotaxe très impopulaire, mais François Dorcel, on va rappeler que c'est la droite qui l'a mis en place et personne aujourd'hui ne se souvient. Non. La droite l'a voté. L'a voté, attendez, mais comme elle était diabolique, la droite, elle ne l'a pas mise en place. Oui, elle a laissé pour les successeurs, mais personne ne se souvient aujourd'hui avoir signé ce contrat. Et pourtant, il a été signé sous le précédent quinquennat. Tout le monde se repasse le mistigris. Et finalement, droite et gauche ont eu le nez collé au mur quand on l'a mis en place. Ce qui est extraordinaire, c'est que le gouvernement, y compris Jean-Marc Ayrault, s'est rendu en Bretagne le 16 octobre pour mettre au point un plan destiné aux Bretons. Et on a l'impression que ça n'a pas été suffisamment anticipé et cela a explosé après la présentation de ce plan. Et donc, effectivement, aujourd'hui, la sortie de crise est d'autant plus délicate que, en fait, tout remonte à l'Élysée. On va parler de la sortie de crise. Encore un mot quand même sur cette société, Jean-Luc Gombault, Ecomove. Certains parlent déjà d'une possible affaire. Ecomove, je le rappelle, c'est la société privée qui est chargée donc de la collecte de cette taxe et de l'entretien des portiques qui brûlent. Mais Jean-Luc Gombault, on a privatisé l'impôt avec une société privée. Privatiser la collecte de l'impôt. C'est incroyable. La TVA c'est pareil. Oui, c'est privatisé. Et la TIPP aussi. Mais là, il s'agit quand même d'un système particulier, encore plus complexe. On installe des portiques, les portiques collectent l'argent et restituent à l'État. C'était quand même, on aurait pu très bien imaginer, non mais je veux dire, l'État ne peut pas être là devant... Ça ne vous choque pas comme processus? C'est très ingénieux. Oui, mais l'État ne peut pas être... Non. On voit le résultat. Non, c'est quand même différent. C'est quand même différent. Parce que l'État ne peut pas être devant la porte de chaque commerce où il y a la TVA. L'État aurait pu installer les portiques. Il aurait pu passer un marché public avec une entreprise qui aurait installé les portiques. On aurait rétribué l'entreprise qui aurait installé les portiques. Là, c'est pas ça du tout. C'est l'entreprise qui va directement collecter l'impôt, alors que l'État, lui, ne fait que rassembler et restituer ensuite le produit de l'impôt. C'est quand même tout à fait un petit peu différent. Mais depuis le début, l'attention a été attirée sur le coût de cette collecte. 20% de la collecte de l'écotaxe part à la rétribution du collecteur d'impôts, ce qui est quand même assez considérable. Pardon. On revient sur les bonnets rouges, c'est une affaire d'Ancien Régime. Oui, c'est le colbertiste. Donc, pour l'instant, d'ailleurs, M. Rebsamen qui a posé la question, il dit « Je ne soupçonne pas qu'il y ait une concussion quelconque, etc. Mais je veux savoir exactement comment les choses se sont passées. » Mais des questions ont été soulevées et des précisions seront à apporter. Dominique Régnier, la colère bretonne serait aussi le révélateur de fractures territoriales. Est-ce que selon vous, ces fractures sont en train de favoriser un populisme? Certains parlent de populisme territorial. Je dis ça en référence à votre livre, Les nouveaux populismes. Oui, alors, moi, quand j'évoque cette relation entre le populisme et le territoire, je parle plutôt des populismes de séparation qui sont les Flamands, les Italiens du Nord, les Écossais, etc. Donc ça n'est pas lié à ça. Mais ce qui est certain, c'est que l'on voit, et même la discussion que nous avons là montre des changements très profonds. Par exemple, ici, la démonstration qui a été apportée
rapporté qu'on pouvait voir entremêler une société privée pour lever l'impôt à la place de l'État et en remettre une partie seulement à l'État, ce qui est du plus mauvais effet dans un contexte comme celui-là. Mais on voit aussi, c'était dans la question que vous posiez, on voit aussi la succession d'augmentation fiscale, de la pression fiscale depuis toujours, parce qu'en fait c'est un système qui n'a marché qu'à la hausse. Droite et gauche. Droite et gauche, Voilà. depuis que nous avons un problème budgétaire, c'est-à-dire en gros depuis 1974, donc sans cesse. Ce qui fait qu'il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite, ou pas, elle n'est pas significative. Là, les gens n'ont pas le sentiment que la droite avait fait beaucoup mieux en matière de pression fiscale. La différence n'est pas abyssale. Et deuxième conséquence, à force de monter d'un cran, on arrive au cran de trop, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, qui fait que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, depuis la crise budgétaire, depuis le début de 1974, je pense qu'on est arrivé au maximum. Et c'est la première fois. Et c'est à François Hollande que ça arrive, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'autre issue que de réduire la dépense publique. Vous le dites, c'est à François Hollande que cela arrive, et ce n'est rien de dire, François Dorcival, que le pouvoir, l'exécutif vit une mauvaise séquence. Impopularité, impôts, taxes, colère bretonne, possibilité d'une mobilisation des lycéens dans la rue. Comment rompre le cycle infernal? Il y a des tas de propositions qui affluent, pas toujours pour le bien du gouvernement. Certains parlent de remaniement, d'autres de dissolution, en passant par le changement de cap. Comment rompre ce cycle? Alors, d'abord, commençons par le changement de cap, puisque vous aviez un sondage IFOP pour le journal du dimanche hier, qui vous dit 91% des Français répondent oui, il faut changer. Il faut changer soit de politique, soit de méthode, soit de gouvernement, y compris 85% tout de même des électeurs de gauche. Oui, mais donc, changer de cap, mais vers quel cap? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'on le sait? Non, le problème, c'est qu'il n'y en a pas, tout simplement parce que ils naviguent en fonction des événements. Et on vient de le voir au cours de ces 3 semaines qui sont 3 semaines chaotiques où le gouvernement a successivement reculé sur la fiscalité, puis sur l'écotaxe, etc. Et donc, cette absence d'autorité et de ligne claire du président de la République, car nous sommes en quinquennat, tout remonte au président de la République. Le reste est secondaire. Et donc l'absence de ligne claire dans ce domaine, les Français lui disent de changer. Madame Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, dit hier soir, naturellement, on ne changera pas de cap. Ce serait la dernière chose à faire. Et donc, tout ceci... Vous dites tout remonte à François Hollande 2015. Est-ce qu'il n'y a pas une faute, j'allais dire, originelle, même depuis la campagne présidentielle, même une faute collective? Tous les candidats, il n'y a pas eu de vrai débat, il n'y a pas eu de vrai sujet. Rien. Tout ce qui se pose aujourd'hui comme question n'a pas été débattu. C'était très frappant parce que ce n'est pas une obsession pour la réduction de la dépense publique, je ne trouvais pas qu'il y ait de malentendu, mais souvenons-nous qu'en 2012, c'était très proche, aucun candidat n'a présenté de proposition précise sur la réduction de la dépense publique. J'ai déjà l'occasion de dire, un seul, moi j'avais regardé ça de près, un seul, François Bayrou, a dit, moi je vais réduire de 80 milliards les dépenses publiques. Et quand on lui a dit comment, il a dit plus de niches fiscales. Oui, autrement dit, augmenter les impôts. Donc, personne ne peut... C'est quand même très impressionnant parce que ça pose un vrai problème démocratique. Ça veut dire que aucun contrat n'a été passé avec qui que ce soit pour prendre des décisions qui cependant maintenant s'imposent. Et c'est là qu'il y a une tension maximale qui peut nous amener à une forme de crise assez grave quand même. Parce que naturellement, les Français ne sont pas rétifs aux réformes structurelles, Jean-Luc Gombault. Pas plus que notre peuple. Ça se discute. Bon Je pense que ça discute quand on voit les réformes qui ont été opérées dans l'Europe du Nord, au Royaume-Uni, dans d'autres pays. Les Français sont quand même rétifs. Mais pour une raison, je pense, qui montre à quel point la chose est complexe. En France, 50% de la dépense publique, c'est la dépense sociale. Les gens croient souvent que c'est uniquement le fonctionnement de l'État. Non, c'est de la dépense sociale. Autrement dit, si vous tapez là-dedans, vous tapez quand même sur un modèle social auquel les Français sont particulièrement attachés. Et leur réticence, elle est peut-être là. D'ailleurs, je signale que M. Carrez, qui est quand même le président de la commission économique de l'Assemblée nationale, a dit « On est à l'os sur la réforme structurelle de l'État ». Maintenant, le problème, c'est de s'attaquer à la dépense sociale. C'est le premier homme politique important français que je vois s'exprimer de manière aussi claire sur le sujet. François Dorcival? Oui, la difficulté que vient de décrire Dominique Régnier, le risque de l'explosion, d'où vient-il? De ce que les institutions sont protectrices du président de la République et de son gouvernement. Si ceux-ci ne veulent pas bouger, si ceux-ci ne veulent pas bouger, ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas, ils en ont le pouvoir. Sauf que, en face d'eux,
il y a des gens qui ont envie de les faire changer de politique. Et donc, cet affrontement-là peut être le risque de contagion. Pour terminer, François Hollande sait qu'il faudra du temps pour rebondir. Si rebond il y a, mais d'ores et déjà, l'Élysée compte sur certains événements marquants pour redonner, dit-on, du souffle à la présidence. L'un d'entre eux, c'est un discours annoncé comme important, hein. C'est comme ça que le qualifie l'Élysée ce jeudi pour le lancement des commémorations de la Grande Guerre 14-18. Alors ce ne sont que des mots, mais il va peut-être saisir l'occasion pour appeler au rassemblement, à l'unité. Ça vous fait sourire, François Dorcival, mais c'est l'occasion peut-être de glisser des messages sur la nation, de se référer à des figures totémiques. Non, mais bien sûr, et je dirais que c'est même le métier même du président de la République que de célébrer ces commémorations et de faire passer ce type de message. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il se trouve devant une nation profondément divisée. Merci pour votre analyse, messieurs. Merci d'avoir été nos invités, Jean-Louis Gombault, François Dorcival et Dominique Régnier, donc pour ce livre, Les Nouveaux Populismes, qui est une nouvelle édition augmentée de l'autre livre qui s'intitulait Le populisme et la pente fatale. Voilà. Merci à vous. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité en France et dans le monde. C'est le tour de l'info d'Agathe Pécasta. Regardez. Une arrivée triomphale pour Pierre Lemaitre. Une foule se presse pour apercevoir le lauréat du prix Goncourt de cette année. Le roman de toutes les convoitises, Au revoir là-haut, publié aux éditions Albin Michel. L'ouvrage aborde le sujet délicat des démobilisés de la Première Guerre mondiale, une génération sacrifiée sur l'autel des horreurs des tranchées. Quand je me suis penché sur le sort de ces jeunes soldats qui avaient été très maltraités, très atrocement maltraités, j'étais en colère et de temps en temps la colère est une bonne conseillère, parfois. Autre prix, autre auteur, Yann Moix reçoit le prix Renaudot pour Naissance. Une réunion au sommet pour les syndicats des usines de Fagor-Brandt. Ils ont été reçus par les cabinets ministériels d'Arnaud Montebourg et de Michel Sapin ce matin. Après 2 heures d'entretien, les réactions sont mitigées. Il y a une viabilité, on a un véritable savoir-faire et on souhaite que, si vous voulez, le produire français ne soit pas qu'un slogan, mais soit suivi d'actes. Le fabricant d'électroménagers espagnol est au bord du dépôt de bilan. Près de 1900 emplois sont menacés en France. La filiale affiche une dette de 800 millions d'euros et un chiffre d'affaires en chute libre. Un comité extraordinaire d'entreprise est prévu ce jeudi 6 novembre, un rendez-vous décisif pour l'avenir des 4 usines françaises menacées de fermeture. Un procès sitôt commencé, déjà ajourné. Le président islamiste égyptien Mohamed Morsi comparé devant la Cour de justice du Caire pour incitation au meurtre. Une audience attendue et pourtant reportée au 8 janvier 2014. La cause de l'ajournement, le comportement de l'ancien chef d'État. Mohamed Morsi aurait défié à de nombreuses reprises les juges, scandant à bas au régime militaire. 4 mois après sa destitution par l'armée, le président déchu dénonce un tribunal qu'il juge illégal et se présente comme le seul réel président de l'Égypte. Mohamed Morsi et 14 autres dirigeants de la confrérie des frères musulmans sont passibles de la peine de mort ou de la prison à vie. C'est la fin des urgences du plus vieil hôpital de Paris. L'Hôtel Dieu accueille désormais un centre de consultation 24 heures sur 24 en dépit de l'opposition. Des manifestants se sont rassemblés devant l'entrée de l'hôpital parisien pour dénoncer ce qu'ils nomment l'agonie des urgences. S'il n'y avait aucun problème dans les autres services d'urgence de Paris, on pourrait dire ça marche. Or, tous les autres sont saturés. Le dessin du jour est signé Chonu. Un même constat pour les 2 têtes de l'exécutif, reprendre la région en main, mais pas sur la même carte. Lorsque l'un regarde vers le Mali, l'autre s'attache à la Bretagne et à ses bonnets rouges. On arrive à la fin de ce journal et je vous en rappelle le principal titre. La France fera tout pour retrouver les assassins des journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon, affirme l'exécutif. Les forces françaises multiplient les opérations sur place pour remonter la trace de ceux qui ont froidement abattu nos 2 confrères près de Kidal. Un hommage leur a été rendu en début de soirée à l'aéroport de Bamako en présence du président malien et de nombreux responsables de RFI avant le rapatriement des corps. Et on apprend ce soir que le président Hollande sera à Roissy demain matin à l'arrivée des corps de nos 2 confrères. Merci de nous avoir suivis. Merci plus généralement de votre fidélité. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat. Demain, à 22h, notez-le, vous avez rendez-vous avec Perrine Tarnot pour le journal. Je vous retrouverai mercredi soir avec plaisir. Belle et douce nuit à vous.